Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, F4 HWN. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé pour celles et ceux qui éventuellement sont toujours QRM Pro et avaient eu la chance de pouvoir poser le vendredi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la thématique du moment, à savoir le Quansheng TK11 qui se trouve ici. Et je voulais en fait vous faire un peu un bilan d'étape de mes investigations concernant le TK11, ce que j'en ai compris, et notamment un premier élément de réponse concernant la question que tout le monde se pose, à savoir est-ce que le firmware du TK11 pourra être modifié, est-ce que la porte est ouverte, grande ouverte au firmware alternatif qui pourrait venir enrichir ce poste. Alors, je vais faire tout de suite très court, je vais aller à l'essentiel. En l'état actuel de mes investigations, je suis assez perplexe quant à mes capacités à pouvoir modifier le firmware interne du TK11. Je ne dis pas que c'est impossible à faire. Il est possible que des personnes bien plus compétentes que moi y arrivent. Peut-être que certains d'ailleurs sont bien plus avancés que moi dans leurs recherches. Mais en l'état actuel de ma compréhension du poste et de mes connaissances, ça va être compliqué. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais ça va être compliqué. Alors, on va regarder un petit peu tout ça ensemble pour vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis, ce que j'en ai compris. Je trouvais intéressant pour ça de vous ressortir le PCB d'un Quansheng K5 pour que vous compreniez un certain nombre de choses et quelle est ma réflexion actuelle concernant le TK11 qui se trouve là. Sur le Quansheng K5, si on s'intéresse à la partie purement liée au firmware, aux canaux mémoire, aux données de calibration, etc., je vous rappelle que le Quansheng K5 est équipé d'un microcontrôleur qui se trouve ici, qui est le DP32G030. On a également en complément ici une EEPROM dite EEPROM de calibration. Et en complément, on a un composant ici qu'on pourrait confondre avec une EEPROM, mais non. Mais je vous en parle tout de même. C'est un composant qui s'appelle le HC H3601 et qui contient, à ma connaissance, les données de la synthèse vocale. Puisque vous savez que le firmware d'usine, c'est vous parler en chinois ou en anglais. Maintenant qu'on a identifié ces composants clés, ce qu'on sait dire, c'est que le DP32G030, c'est un clone de Cortex ARMM0. La datasheet, donc la documentation technique de ce microcontrôleur, on peut la trouver sans problème sur Internet. C'est un document, moi le document principal que j'ai utilisé est un document qui fait plus de 80 pages, qui est plutôt très détaillé. On apprend par exemple que ce microcontrôleur est doté de 64 kg de mémoire flash. Je vous rappelle que sur ces 64 kg, 4 kg sont réservés au bootloader et 60 kg restants pour les firmwares, soit d'usine, soit les firmwares alternatifs. On sait également dire que ce microcontrôleur comporte 8 kg de mémoire SRAM. Alors la mémoire SRAM, c'est une mémoire qui est perdue à chaque fois qu'on met hors tension le microcontrôleur. Mais c'est une mémoire qui est importante puisque c'est dans cette mémoire que sont stockées un certain nombre de données en cours d'exécution du firmware. Ça peut être un compteur, un indice de boucle, un état particulier, par exemple le fait qu'on a exclu telle mémoire d'une liste de scan, etc., etc. Donc ces données sont perdues quand le poste est mis hors tension et réinitialisées au rallumage. Bon. Tout ça pour dire qu'on a une documentation qui est plutôt très fournie et on comprend vite comment tout ça fonctionne. L'EEPROM ici, dit EEPROM de calibration, qui fait 8 kg, on a compris très vite son rôle également. Sur certains postes, elle est boostée à 64 kg. Moi j'ai 2 postes officiels de chez Quansheng avec une mémoire à 64 kg. Mais tout un tas de développeurs de firmware ou de youtubeurs vous ont montré comment on pouvait éventuellement modifier cette EEPROM de calibration pour passer à une taille plus importante, 64, 128, 256 s'il faut. C'est complètement faisable en changeant cette puce.
Donc tout ça pour dire que sur le Quansheng K5, tout est très clair. Et en l'occurrence, vous voyez ici que j'ai des câbles. Ces câbles vont vers donc, un module ST-Link version 2 et sont repris ici. Donc c'est ces 4 pastilles que vous voyez là. Je les ai soudées rapidement dessus. Et ça me permet de dialoguer avec le microcontrôleur et de voir un certain nombre de choses via ce qu'on appelle le port donc Serial Wire Debug, donc les 4 pins qu'il y a de l'autre côté. On voit d'ailleurs que ces pins sont à proximité du microcontrôleur pour pouvoir dialoguer avec. Tout ça pour vous dire que l'électronique sur le Quansheng K5 est plutôt bien maîtrisée, il n'y a pas de souci, on comprend vite comment tout ça fonctionne. Maintenant, on va s'intéresser au TK11. Alors, sur le TK11, on a ici le microcontrôleur. Donc, c'est un microcontrôleur qui est fabriqué par MV Silicon. C'est un AP8048. On retrouve également ici un composant. À première vue, on pourrait se dire « Ah, ça doit être une EPROM de calibration. » Non, non, pas du tout. Ce composant-là, c'est une fois de plus un HC H3601, donc le même que ce qu'il y a ici sur un Quansheng K5. Et donc très probablement le composant qui permet de sauvegarder tout ce qui est synthèse vocale. Et quand on cherche, déjà ce qui marque, c'est aucune EPROM. Pas d'EPROM de calibration, pas d'équivalent de ce composant-là. Donc le microcontrôleur a changé, pas d'EPROM externe. On a un emplacement vide pour un composant de ce type, qui pourrait d'ailleurs être pourquoi pas une EPROM externe, mais en tout cas cet emplacement est vide. Et quand on creuse, et c'est là où ça se complexifie un petit peu, quand on creuse un petit peu pour trouver la documentation technique sur le MV Silicon AP8048, on tombe sur un petit PDF qui fait une quinzaine de pages, pas plus, et qui est extrêmement évasif quant à des informations techniques importantes. On comprend juste une chose, c'est que ce composant est un clone de Cortex ARM M3, donc beaucoup plus puissant que le clone de Cortex ARM M0 qu'il y a ici. Les plus observateurs remarqueront d'ailleurs que le nombre de broches a grandement changé sur cet AP8048. On sait également dire qu'il y a a priori 128 kg de mémoire SRAM contre 8 ici, donc clairement une belle évolution. Mais on n'a absolument aucune information sur la taille de la mémoire flash interne qui forcément est là pour stocker un bootloader, un firmware, le firmware d'usine, et qui, de par l'absence d'EPROM autour, doit également contenir les canaux mémoire. Je vous rappelle que sur un TK11, on peut en stocker 999, plus probablement également, très probablement, des données de calibration d'usine. Quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que ce microcontrôleur MV Silicon AP8048, eh bien, il y a effectivement très peu de documentation technique. Les documentations détaillées sont en accès restreint, après probablement signature de ce qu'on appelle des NDA, c'est-à-dire des clauses de confidentialité, de non-divulgation. A priori, il n'y a pas de SDK ou d'outils de développement à disposition. C'est un microcontrôleur qui a l'air d'être plutôt pas mal verrouillé. J'ai même vu sur certains forums des personnes qui expliquaient que souvent cette puce, qui était intégrée à tout un tas de périphériques, était flashée avec le firmware du fabricant une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est vraiment assimilable à une boîte noire. Et une boîte noire difficilement modifiable. Alors, quand on retourne le PCB, on voit ici des pastilles qui sont géographiquement proches du microcontrôleur, qui pourraient ressembler au port SWD. Je pense que ça sert très certainement à du débugage, mais je ne suis pas certain que ça soit un port SWD qui se trouve ici. Ce qui m'a interpellé également, c'est que souvent sur les ports SWD,
on a 4 pastilles, dont une qui est carrée pour symboliser la masse. Là, elles sont toutes rondes. Ça a l'air d'être un petit peu nébuleux. Bon. Et surtout, il y en a 6. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai pas forcément trop envie non plus d'altérer, de prendre le risque d'altérer le TK11 au travers de mes investigations. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire que pour moi, en l'état, cette architecture technique me semble beaucoup plus fermée que sur l'AP32G030 du Quansheng K5. Alors, je ne dis pas qu'il est impossible de faire quoi que ce soit ici. Des personnes bien plus compétentes que moi sont peut-être plus avancées dans l'analyse de tout ça, ont peut-être même déjà réussi à obtenir certains résultats. Je n'ai rien vu de mon côté pour l'instant, mais il y a des personnes qui sont bien plus brillantes que moi, c'est évident, qui vont probablement arriver à aller un peu plus loin. De mon côté, je suis un peu dans l'impasse. Alors, ça ne veut pas dire non plus que Quansheng ne va rien faire pour nous mettre sur la voie. Je vous rappelle que sur le Quansheng K5, il a fallu attendre pas loin de 6 mois pour commencer à voir émerger des firmwares alternatifs, notamment au travers du travail réalisé par Dual Tachyon. Je n'ai jamais eu de précision quant à la façon dont il a procédé. Est-ce qu'il a vraiment tout redéveloppé par lui-même en faisant du rétro-engineering très poussé, ou est-ce qu'il a réussi à avoir des informations complémentaires de la part de Quansheng? Je n'en sais rien. Peut-être que Quansheng finira par nous dire « Bon, ben voilà, on va vous aider, voilà le code source du firmware, et voilà comment vous pouvez procéder pour éventuellement le modifier et le faire évoluer. » C'est tout à fait envisageable. Mais en l'état des choses, sans aide ou sans compétences plus poussées, sans matériel peut-être également plus poussé, peut-être un analyseur logique un peu pointu, ça va être compliqué. En tout cas, de mon point de vue. Voilà, alors je voulais avoir avec vous ce discours de transparence. Ça n'enlève rien aux capacités, aux caractéristiques techniques de ce poste qui sont quand même intéressantes puisqu'on a quand même un poste qui est quadribande. Mon avis reste le même dessus dans le sens où aujourd'hui, vu le QSJ, donc le prix auquel il est vendu, patienter parce que franchement 80, 90, 100 euros le TK11, c'est pas raisonnable. Je pense que son prix réel c'est entre 50 et 60 euros, pas plus. Maintenant, si vous l'achetez en vous disant dans 15 jours, je vais pouvoir le flasher et le mettre à jour avec des firmware alternatifs, je pense qu'il va falloir être un petit peu plus patient. Et peut-être que même ça ne sera peut-être pas faisable du tout. Ça, seul l'avenir le dira. Voilà. Ensuite, je ne suis pas magicien non plus. En tout cas, Quansheng aurait tout intérêt à filer un coup de main pour ouvrir le firmware. J'en parle souvent avec eux. C'est ce qui a fait le succès du Quansheng K5, qui reste une fois de plus un poste tout à fait quelconque sorti de la boîte, mais dont les capacités ont été transcendées par les développements alternatifs. J'espère que le TK11 prendra cette voie, mais en l'état de mes investigations, je suis tout de même un peu bloqué actuellement. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, sous la vidéo vous allez trouver la description avec un certain nombre d'informations. J'ai détaillé un peu tout ça sur le GitHub, le dépôt GitHub que j'ai dédié au TK11 au niveau du README, mais je l'ai détaillé en anglais, enfin vous pouvez faire la traduction éventuellement. Sous la description vous allez trouver également les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end, un très bon début de semaine pour celles et ceux qui reprennent le QRM Pro dès demain. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire.
Allez, 73 à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.